bienvenue dans une nouvelle émission de Semence Mag. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 1001 histoires du maïs. Il a traversé l'océan Atlantique à travers les cales des conquistadors pour venir à l'assaut du vieux continent. Aujourd'hui, le maïs est dans plus de 6000 produits de notre quotidien, depuis les couches culottes en passant par l'essence que nous mettons dans le réservoir de nos voitures jusqu'à notre dentifrice. Alors, trop souvent décrié, nous allons voir que le maïs est en passe de relever les nombreux défis du XXIe siècle. Et avec nous aujourd'hui 3 spécialistes pour nous parler de cette nouvelle épopée. Arnaud Rodon, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, maïsiculteur dans l'Yonne et le Loiret. C'est ça. Bruno Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coordinateur des programmes de recherche et de sélection du maïs chez RAGT qui se trouve à Rodez. Tout à fait. Christophe Douki de Boissoudi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Novamont France et également président de l'association des bioplastiques. Alors, Bruno Lefebvre, tout d'abord, ça fait 30 ans que vous sélectionnez le maïs. Pouvez-vous nous expliquer quelles ont été les grandes évolutions dans votre recherche? Donc, si j'ai bien compris, vous observez des milliers de plantes et à partir de là, vous allez sélectionner les caractéristiques intéressantes. Tout à fait. En fait, pour faire de la sélection de maïs, vous avez besoin d'un germplasme, d'un pool génétique, du matériel végétal sur lequel vous allez travailler. Et vous avez besoin d'un certain nombre de techniques qui vont faire évoluer le germplasme vers les caractéristiques désirées. Alors, au cours de ma carrière, je dirais en gros, les 30 dernières années, qui ont été les 30 dernières glorieuses pour moi, et j'espère qu'elles continueront, j'ai assisté à trois grandes révolutions. La première a consisté à la révolution, c'est la mécanisation de l'expérimentation. Vous savez que pour caractériser nos variétés de maïs, on a besoin de mettre en place des micro-parcelles qui font en général 10 mètres carrés, et ce, dans des environnements très différents, dans tous les coins de la France et de l'étranger, puisqu'on s'intéresse aussi aux marchés extérieurs. Donc vous parlez de champs d'expérimentation. De champs d'expérimentation, tout à fait. Quand j'ai commencé ma carrière, pour semer environ 1000 parcelles, on avait besoin d'une équipe de 6 personnes. On faisait ça à la main avec des cannes de maïs. Et on mettait en place ces parcelles sur une période de 2 jours. À l'heure actuelle, avec les équipements dont on dispose, vous pouvez faire la même chose avec un semoir expérimental et qui vous permet de mettre en place ces parcelles en 2 heures avec 2 personnes. Vous plantez combien de plantes ? Alors, par micro-parcelle, c'est 100 plantes par micro-parcelle. Et ensuite, l'équivalent de l'ensemble des micro-parcelles que l'on implante sur maintenant tous nos lieux d'expérimentation, ça correspond à peu près à 300 hectares. 300 hectares qui sont disséminés sur tous les coins de France et de pays étrangers. Donc ça a été la première évolution parce qu'en fait, avec ce matériel agricole très sophistiqué, on a réussi à multiplier d'un facteur 20 comparé aux années 80, date à laquelle j'ai commencé ce métier. On a un facteur 20 à peu près aujourd'hui. Ce facteur 20, ça vous permet ensuite de dégager des opportunités pour faire soit plus de parcelles, et on conçoit bien intuitivement que plus on sélectionne d'individus, plus la probabilité de trouver un individu intéressant est forte. Et puis ça vous permet aussi de déterminer avec précision la valeur d'un individu. Quand vous parlez de valeur d'observation, en fait, vous allez observer le comportement du développement de la plante au champ. Tout à fait. Ses résistances naturelles, vous observez tout ça au champ. Tout à fait. Alors, il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont des caractéristiques obligatoires. La première caractéristique, c'est bien évidemment le rendement. Le rendement, mais qui est associé à une humidité, à une précocité donnée. Et ensuite, ce sont les caractéristiques de la plante qui feront que ce rendement, on pourra l'obtenir d'une façon relativement stable. Donc là, c'est la tolérance aux bioagresseurs en général, aux parasites, aux champignons, mais aussi aux insectes, et faire en sorte que ces plantes, elles réussissent à se sortir de toutes les situations. Ça a été la première évolution. Donc augmentation des volumes qui nous a permis de voir plus d'individus avec plus de précision. Une deuxième révolution, ça a été, et là je ne serai pas très original, mais ça a été l'introduction de la partie de l'ère informatique dans notre métier, qui a fait, et je dirais plus généralement, de l'électronique. Aujourd'hui, lorsqu'on récolte une parcelle, on est capable
d'engranger en termes de caractérisation de la variété que l'on veut étudier une dizaine de critères différents simultanément. Et ça, par exemple, on a lorsqu'on étudie le maïs fourrage, on a un certain nombre de critères de qualité qui sont analysés par spectroscopie infrarouge embarquée sur nos machines et qui nous permettent de nous donner immédiatement les données de qualité sur le maïs fourrage que l'on étudie. Donc, multiplication du nombre de paramètres qui vont caractériser la plante et aussi rapidité dans l'acquisition. Autrefois, il fallait, par exemple, lorsqu'on voulait déterminer le rendement, il fallait qu'on envoie nos grains à l'étuve et on transportait ça partait depuis nos champs d'expérimentation sur nos fermes expérimentales où on avait nos étuves. Ça prenait jusqu'à 72 heures, voire 4 jours avant de pouvoir avoir l'humidité du grain. Aujourd'hui, on a directement ce grain, l'humidité du grain, directement sur nos machines. Et la troisième grande révolution, je pense que c'est les connaissances au niveau de la génétique, peut-être. Tout à fait. Alors là, c'est en fait tout un secteur des biotechnologies qui s'est développé de façon très importante et qui sont essentiellement les marqueurs moléculaires. Les marqueurs moléculaires, ce sont en fait des balises qu'on identifie sur le génome. Et ça, on les identifie très facilement aujourd'hui avec les progrès du séquençage. En fait, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est de mettre en relation ces balises biomoléculaires avec des caractères agronomiques que l'on observe au champ. Alors vous avez des caractères simples qui peuvent être observés, ça peut être des tolérances aux maladies, et là c'est des réponses, ce sont des contrôles génétiques qui sont relativement simples, il y a 1 ou 2 gènes qui interviennent. Et donc, ce sont un peu des réponses de type oui ou non. Mais le fait de passer par les marqueurs moléculaires nous permet d'avoir une réponse immédiate, très tôt dans le cycle, et aussi sans équivoque. Alors que de temps en temps, lorsque ça se fait dans les champs, la réponse peut être un petit peu brouillée par l'effet de l'environnement. Et puis, il y a le deuxième type de caractères beaucoup plus complexes, tels que le rendement ou la tolérance au stress hydrique, par exemple, qui mettent en jeu des dizaines de gènes. Et là, nos ambitions, à terme, et on est en cours de réaliser ce pari, c'est de mettre en relation ces dizaines de gènes, là aussi, avec les caractères de rendement que l'on observe, ou le caractère de stress hydrique, et de commencer à faire sur le matériel jeune, en tout cas, des prédictions sur le comportement des hybrides qui ne seront pas nécessairement testés, mais sur lesquels on pourra réaliser un premier tri. D'accord, donc si je comprends bien, vous travaillez à la fois sur des critères de rendement, de tolérance au stress hydrique, de résistance aux bioagresseurs, j'imagine également de la digestibilité. J'aimerais bien que vous nous détailliez un peu plus ces critères, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 1000 variétés de maïs différentes commercialisées rien que sur le territoire national. Je crois que c'est plus de 50 ou 60 nouvelles variétés inscrites chaque année. Donc pourquoi cette diversité et surtout quels sont les critères que vous recherchez dans vos programmes? Parce que j'imagine qu'un programme pour l'alimentation, le maïs fourrage n'a rien à voir avec du maïs qu'on utilisera plus tard pour nos dentifrices. Tout à fait. Tout à fait. En fait, effectivement, on a chaque année en France, on a environ de 50 à 70 variétés qui sont inscrites au catalogue national. Et en fait, ces 50 à 70 variétés doivent être quand même segmentées d'une part par la précocité. Les maïs que l'on fait pousser au nord de la France sont complètement différents de ceux que l'on fait pousser au sud. Pour illustrer un petit peu cela, là vous avez un exemple d'hybride cornet denté, qui est l'hybride classique que l'on fait pousser dans le nord de la France. Tandis que vous avez ici des hybrides à texture plus dentée, vous voyez le petit trou au milieu du grain. Et ce sont typiquement des hybrides que l'on fait pousser dans le sud de la France. Alors ceux-ci ont comme caractéristiques qui sont plus productifs que les maïs cornet dentés. J'aime bien votre maïs blanc là. Je ne savais pas qu'il y avait du maïs blanc. Alors le maïs blanc, effectivement, vous voyez à travers tous ces épis de maïs qu'il existe une très très grande diversité. Les maïs blancs sont des maïs qui ne présentent pas de carotène, qui colorent l'amidon, qui sont exempts de carotène. En France, ils sont cultivés de façon un peu marginale, mais il y avait une utilisation traditionnelle du maïs blanc pour le gavage d'oie, par exemple.
Et il faut savoir par contre que le maïs blanc est un maïs qui rentre dans l'alimentation humaine de façon encore très importante au niveau mondial. Environ 10% du maïs qui est consommé au niveau mondial est du maïs blanc. Alors justement, j'ai une question tout de suite pour notre maïsiculteur. On voit tous ces critères, cette diversité de maïs. Pour vous, en tant que maïsiculteur, dans le Lyon et le Loiret, quel est pour vous, est-ce qu'il y a un maïs idéal et quelles sont les caractéristiques que vous recherchez dans ces variétés? Alors le maïs idéal, je dirais que c'est celui que je produis, que j'ai choisi de produire et qui est adapté à mon sol, à mon climat, et puis qui est aussi adapté à moi. Enfin, voilà, il y a des caractéristiques que j'aime bien dans ces plantes. J'ai le choix, hein, le catalogue des variétés est très très vaste, mais aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un catalogue dans lequel vous choisissez. Exactement. Avec des critères. Exactement. En fonction de la zone où je produis en France, par exemple, la précocité. Mais également le débouché. J'ai le choix. Aujourd'hui, je produis à peu près 80 hectares de maïs chaque année sur mes terres. Je produis 6 variétés différentes, mais j'en teste 25 supplémentaires pour pouvoir renouveler aussi, essayer de trouver des caractéristiques qui m'intéressent en termes de résistance au climat, à tout ça, quoi. Donc l'important pour moi, c'est d'avoir la plante qui ne stresse pas et qui en même temps ne me stresse pas moi-même, quoi. Donc les critères recherchés par Bruno Lefebvre, le sélectionneur, vous avez besoin de pouvoir les choisir avec... Vous avez une fiche d'identité, ouais. Et à partir de là, vous faites chaque variété a sa fiche d'identité avec ses caractéristiques qui sont notées par les sélectionneurs, qui sont notées aussi lorsque la variété est inscrite. Moi, je me sers de ça. Et puis, je me sers des essais également que je fais sur ma ferme et chez des collègues. On échange beaucoup pour essayer de connaître la variété ou les variétés qui sont le plus adaptées à notre terroir et à ma façon de cultiver également. Alors justement, quels sont les types de variétés que vous utilisez sur votre exploitation? C'est une variété, 2 variétés? Est-ce que d'ailleurs les maïs qui sont devant vous, vous les utilisez, vous les reconnaissez? Alors il y a quelque chose comme ceci, là, de ce que nous a montré M. Lefebvre tout à l'heure, là, ça me parle. Moi je suis producteur de maïs grain. Mais il y a d'autres sortes de maïs. Il y a des variétés qui sont plus destinées à l'ensilage, donc récolte plante entière pour donner dans les élevages. Et puis on a aussi quelque chose qui est très connu lorsqu'on fait des salades, le maïs doux, bien entendu. On a le maïs popcorn, on a des maïs avec des teneurs en huile un peu supérieures pour faire de l'huile de maïs. On a des maïs avec des grains ronds, des grains plats. Enfin, il y a différents débouchés qui font qu'en fonction des débouchés, en fonction de mes terres, du climat qui est au-dessus, je choisis la variété la plus adaptée et la plus à même de donner un rendement satisfaisant sur mes terres. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces débouchés de l'alimentation animale? Parce que moi, je connais bien le maïs doux, le maïs popcorn, mais le maïs fourrage, ça me parle un peu moins. Alors, maïs fourrage, il y a plusieurs façons pour les animaux. Le maïs ensilage, déjà, qui est récolté plante entière et coupé en tout petits morceaux, conservé dans des silos et qui peut servir toute l'année. Et vous avez également du maïs grain. Mon maïs grain part pour une bonne partie dans l'alimentation du bétail, transformé en farine et puis en granulé notamment. Et puis il y a certains élevages qui le prennent en grains humides et stockés. Je pense aux élevages porcins notamment. Il y a mille et une façons de consommer le maïs pour les animaux. Et puis il y a aussi le maïs qui a eu une première transformation, notamment via l'amidonnerie. Et il y a des coproduits de l'amidonnerie, on appelle ça des drèches, et qui sont des compléments avec beaucoup de protéines et qui servent pour complémenter l'alimentation du bétail. Alors justement, pouvez-vous nous parler de ces débouchés au niveau de l'amidonnerie? Et vous avez dit lien direct avec les industriels de l'amidonnerie, vous en tant que producteur? Alors moi, en tant que producteur, avec les amidonniers, il y a un intermédiaire qui est mon organisme stockeur, coopérative ou négociant, chez qui à qui je vends mon maïs et qui ensuite, lui, a des clients qui sont, par exemple, amidonniers. C'est le cas pour mon organisme stockeur et il y a, je pense, environ 40% de mon tas de maïs que je récolte tous les ans qui part en amidonnerie. D'accord. Donc, justement, pour parler des débouchés, Christophe Zouki de Boissaudy, expliquez-nous, vous êtes venu aujourd'hui avec une grande diversité de produits que vous produisez dans votre entreprise?
Tout à fait. Nous produisons en fait la matière première en fait. On utilise l'amidon dont on vient de parler à l'instant et de cet amidon on va en faire des bioplastiques. En fait c'est un plastique qui ressemble beaucoup, mais vous pourrez le voir par la suite, au plastique traditionnel. Et avec ce plastique on fait soit des produits de calage comme ça, des produits de calage qui sont un peu particuliers d'ailleurs. Et d'ailleurs je vais vous faire une petite expérience si vous me le permettez. Allez-y. Je vais les mettre directement dans l'eau. Mais j'ai failli le croquer, moi, d'abord. Ça peut éventuellement être croqué, mais c'est pas fait pour ça. Même si la couleur est très appétissante. Ça donne envie. Donc en fait, ce sont des produits de calage. On utilise l'amidon et cette forme d'amidon est très proche de l'amidon natif. Et on les souffle un petit peu comme du popcorn, mais c'est pas exactement ça, c'est comme un peu plus élaboré. Et on en fait des produits de calage, tout simplement. Donc l'intérêt, c'est qu'ils sont solubles, contrairement à ce qu'on peut trouver avec le polystyrène. Et bon, vous savez bien que ça pèse quasiment rien. Rien du tout. Il y a énormément d'eau à l'intérieur. Et avec ça, en fait, on en a fait au départ, et je dis bien au départ, des produits de calage. Et vous verrez plus tard, en fait, que ça a été aussi utilisé pour en faire des jouets. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors sinon, vous avez beaucoup d'autres produits que vous voyez ici, qui sont des produits en fait de la vie courante et qui ont un intérêt à être biodégradés ou biodégradables, puisque ces matériaux-là sont biodégradables. L'ensemble de ces produits sont biodégradables. L'ensemble de ces produits sont biodégradables et compostables. En fait, l'intérêt, c'est effectivement qu'ils puissent être compostés, surtout pour les sacs, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Là, par exemple, vous avez des tiges golf. Qu'on oublie généralement sur les greens. Qu'on peut oublier sur un green. Un tit golf comme ça, qui est en plastique biodégradable, d'origine maïs, eh bien, il va disparaître dans le sol progressivement. Et donc, il va s'intégrer, il va être bioassimilé par la suite. Vous avez aussi, par exemple, ici, ce sont des attaches de parachute. Alors ça, c'est sûr qu'on n'en trouve pas tous les jours. On n'en utilise pas tous les jours, non, en effet. Mais quand on saute en parachute, souvent, en fait, ces attaches-là tombent par terre. Et donc, si elles ne sont pas biodégradables, ça fait partie des petits éléments qui peuvent contribuer à polluer éventuellement le sol et malheureusement être assimilés par certains animaux. Vous avez ici des attaches pour attacher des arbres, par exemple. Alors, normalement, ça peut être fait en plastique traditionnel. Oui, généralement, cette couleur, on les connaît verts. On les connaît vert, oui, ou marron. Ça, c'est pareil. C'est une petite attache également différente que les gens peuvent utiliser de temps en temps. Alors les stylos également. Des stylos, ça c'est des attaches plus pour la culture des tomates. C'est-à-dire qu'on attache la tomate comme ça, on l'attache à une partie qui est plus rigide. Et la plante de la tomate tient comme ça pour avoir des tomates qui sont un petit peu plus en hauteur. Et puis là, vous avez des produits un peu particuliers. Alors, de la vie courante, ça par exemple, ça c'est ce qu'on appelle du PLA, de l'acide polylactique. Et ça a beau s'appeler polylactique, en fait, c'est issu du maïs aussi, par fermentation. Et vous avez vraiment un produit qui ressemble tout à fait, mais à s'y tromper, à un plastique traditionnel. Et aujourd'hui, il est commercialisé, ce produit? Le consommateur peut le trouver? Tout à fait, il peut le trouver. Alors, il ne va pas forcément s'apercevoir qu'il est en bioplastique. Puis vous avez bien sûr des petites choses qui, d'ailleurs, devraient être interdites à partir de, quand ils sont en plastique traditionnel, bien entendu, de 2020, qui sont des produits de pique-nique, que parfois malheureusement on oublie et qui sont biodégradables et qui sont très solides, n'est-ce pas, avec lesquels, alors ça c'est un peu particulier, parce que c'est un produit très design. D'un côté vous avez une cuillère, de l'autre une fourchette. Super solide. Et c'est très bien pour les cocktails, etc. Mais bon, après ça peut partir par exemple avec toute la matière organique pour en faire du compost. D'accord. Alors, Christophe Douquet-de-Boissoudy, pouvez-vous nous expliquer comment on peut avoir cette idée de se lancer dans une entreprise de bioplastique? Alors ça, c'est quelque chose qui est né maintenant il y a à peu près 25 ans chez nous. Il y a 25 ans, il y a un entrepreneur qui a pris en fait une unité qui venait de la pétrochimie et qui lui, en fait, avec une culture d'origine agricole, et qui s'est dit, plutôt que de travailler sur l'origine pétrole, on va travailler sur l'origine organique et donc l'origine plutôt végétale, puisque moi je viens du monde végétal, et il a demandé à l'équipe de chercheurs de partir du végétal, et l'amidon en fait est un polymère naturel. Avec l'amidon on fait des pâtes à pizza, mais les pâtes à pizza ça s'étire quand c'est pas cuit bien évidemment, mais on fait pas grand chose avec ça. Alors donc il a fallu modifier l'amidon
Et modifiant l'amidon, on a pu obtenir des plastiques et c'est de là que c'est parti. Alors par la suite, il y a bien évidemment été beaucoup plus élaboré et puis on a des produits qui sont comme ça, par exemple transparents. On a d'autres produits qui sont comme ceci et qui sont notamment utilisés maintenant pour des choses que l'on connaît qui s'appellent des imprimantes 3D. Oui, également. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un véritable boulevard pour le développement des produits bioplastiques. Tout à fait. Alors c'est un boulevard qui, la limite de ce boulevard malheureusement, c'est qu'aujourd'hui c'est encore un peu plus cher. Et quand je dis un peu, ça peut être considéré comme beaucoup par certains industriels et c'est la raison pour laquelle, comme le pétrole est encore très bas et même très bas en ce moment, on a tendance à attendre encore que le pétrole augmente pour passer à ces produits, mais ça pourrait être un grand boulevard, surtout lorsqu'en fait ces produits sont en contact avec des déchets organiques, les déchets de cuisine, qui normalement devraient finir en compost et retourner au sol. En effet, alors justement, est-ce que vous pensez que l'environnement réglementaire aujourd'hui est en place pour aider le développement de ces bioplastiques? J'ai en tête le développement, du moins l'arrêt de ces sacs plastiques aux caisses. Tout à fait. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, je vais essayer de le faire aller un peu plus vite. Visiblement, il résiste plus que de Il résiste normal. un petit peu. Oui, alors l'environnement réglementaire est très important pour nous parce que sans cet environnement réglementaire, il est vrai qu'à cause de ce prix plus supérieur, on a beaucoup de mal à avancer. Chacun sait qu'aujourd'hui, on essaye de limiter les sacs plastiques fins. Il n'en demeure pas moins qu'on peut encore en avoir besoin. Et ce qu'a proposé Madame Royal dans sa loi, qui maintenant est votée et le décret d'application devrait sortir très prochainement, eh bien, c'est de remplacer les sacs plastiques fins, déjà d'essayer de les éliminer au maximum, et de les remplacer, si tant est qu'il en reste, par des plastiques comme ceci. Comme vous voyez, ce plastique, en fait, c'est à s'y tromper. Il est très épais, celui-là. Mais en fait, on demandera à terme de remplacer des plastiques qui sont utilisés, par exemple, pour les fruits et légumes. Et ça, c'est l'année prochaine. Tous les sacs plastiques fins, utilisés entre autres pour les fruits et légumes, seront interdits s'ils sont en plastique traditionnel. Et en revanche, pourront avoir une existence en bioplastique compostable, d'origine végétale au moins partielle, et donc avec de l'amidon. Et ça, c'est un boom très important pour le développement, sachant qu'en France, on a énormément travaillé sur ce sujet depuis 2006. Oui, parce que là, aujourd'hui, actuellement, concrètement, quel est le pourcentage de ces sacs plastiques? Alors aujourd'hui, c'est très faible. On est à, allez, si je dis 1%, c'est déjà beaucoup. Mais on pourrait aller jusqu'à 10%. Alors bien sûr, on n'est pas là pour remplacer tout le plastique, parce qu'il y a des plastiques qui sont durables au sens temporel du terme et qui ont un intérêt à continuer à être présents, surtout s'ils sont recyclés par la suite. En revanche, tous les plastiques qui posent un problème de recyclage, qui posent un problème dans la valorisation organique parce qu'ils deviennent des infestants plus qu'autre chose, là, ces plastiques-là pourraient être remplacés par des bioplastiques. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, la France a une position de leader pour le développement de tous ces nouveaux biomatériaux issus du maïs? Alors, au niveau recherche et développement, sans aucun doute. La France a véritablement une position de leader. On a énormément d'entreprises qui ont travaillé sur le sujet, qui sont à même de répondre éventuellement à ce que le futur va nous demander pour ce genre de produits. Et le tout, c'est d'avoir effectivement un environnement réglementaire et législatif qui nous permet d'amorcer, entre guillemets, ce marché, qui sera un marché très intéressant et surtout relocalisé. Très bien, merci beaucoup pour ces explications sur la nouvelle épopée du maïs. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de Semence Mag et d'ici là, n'oubliez pas, la semence est au cœur de la vie.
Non, tout va bien.